à de la discrimination concrète. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement faire ce travail-là en dépassant la confusion. Et ce qui m'apparaît, ça on peut le discuter, ce sera peut-être l'objet d'un débat tout à l'heure, la méthodologie que j'aimerais vous proposer, elle est la suivante. C'est, pour dépasser la confusion, faire un premier pas vers l'éclaircissement en passant par le principe de causalité. Quelles sont les causes et quelles en sont les conséquences? Pour que, à partir des conséquences, nous puissions inductivement remonter aux causes et changer les causes. Parce que moi, m'asseoir et dire les racistes, c'est pas gentil, les anti-musulmans, c'est pas gentil, il faut qu'on soit plus gentils, nous sommes gentils, soyons gentils avec les gentils. Tout ça, c'est un joli discours de sentiment, mais ça ne dirait, c'est un discours de naïf. Moi, j'ai très très peur dans les combats, dans la société civile, j'ai très peur des naïfs. Ils peuvent, avec la sincérité des naïfs, provoquer plus de mal que de permettre des solutions. Donc il faut, de ce point de vue-là, ne pas être naïf. Vous avez dit un mot tout à l'heure qui est très très important. À des moments donnés, il s'agit de rapports de force. Il ne s'agit pas de bons sentiments. Il s'agit effectivement, parfois même, d'utiliser la loi et d'utiliser le discours dominant dans des rapports de force. Il faut les déconstruire. Il faut savoir d'où ça vient. Il faut savoir aussi comment on résiste à ça et comment on inverse les tendances. Donc, simplement, pour moi, c'est simplement dire, essayons de dépasser la confusion, on ne sait pas très bien de quoi on parle, essayons de se dire, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en amont comme un principe de causalité, c'est-à-dire, quelle est la cause générale que l'on voit, puis ensuite, quelles conséquences cette cause en amont peut avoir. Alors, par rapport aux causes premières, et puis ensuite on verra les conséquences concrètes de ce que peut être la traduction d'un racisme ou de discrimination sur le terrain, eh bien il y a une chose qui est effective et que l'on voit et que l'on ne peut pas nier. Si vous vous promenez à travers les pays européens et si vous écoutez ou lisez les études qui sont produites, en particulier de l'Observatoire du racisme et de la xénophobie qui est basée à Vienne, vous voyez d'abord une chose qui est toujours très intéressante de rappeler, c'est que les premières victimes du racisme en Europe, ce ne sont pas les musulmans, mais les gens du voyage, les Roms effectivement, qui par l'agrandissement de l'Europe avec maintenant 25 pays, ce sont eux qui subissent le pire des racismes en Europe de l'Est. Donc ça relativise, on est là dans un regard où il se dit attention, nous ne hiérarchisons aucun racisme, tous les racismes sont à condamner et à combattre. Donc déjà ça c'est une attitude intellectuelle qui est très bonne. Pourquoi? Parce qu'en condamnant tous les racismes égalitairement, on ne se met pas dans la position de la victime exclusive, mais de celui ou de celle qui combat avec tous ceux qui doivent combattre les réalités de ce racisme. C'est plus, quand on n'est pas tout seul à être victime, on comprend qu'on doit être plusieurs à résister. Il est beaucoup plus facile de se mettre dans la position de l'exclusive victime que, quand on comprend que ça touche d'autres, eh bien, d'être dans une alliance de la résistance. Et c'est ceci, à mon sens, qui paraît le plus important. Alors, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui et qui met en évidence les études sur la présence des musulmans en Europe? Premier problème qui est une évidence, vous l'avez dans le Gallup, qui était un rapport qui a été produit l'année dernière, vous l'avez dans un certain nombre d'études qui sont faites nationalement. Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que la nouvelle présence des musulmans, c'est une nouvelle visibilité. Et la nouvelle visibilité est problématique. Elle va produire une réflexion interne, c'est-à-dire un vrai questionnement des sociétés sur leur propre identité. Il n'y a pas un pays européen où on ne se pose pas la question de savoir qui sommes-nous aujourd'hui. Et cette question de savoir qui sommes-nous, c'est qui sont-ils? Ceux qui maintenant sont parmi le qui sommes-nous. Et ces qui sont-ils comme nous? Ou sont-ils le nous dont nous parlons quand nous disons qui sommes-nous? Vous me suivez? Non, mais c'est pas rien. Ça se traduit en qu'est-ce que c'est qu'être un ministère sur l'identité nationale. Ça, faut le faire quand même. Sur l'identité nationale, une campagne sur l'identité nationale.
Et donc, vous voyez bien que le discours sur l'identité a des conséquences politiques. On sait très bien que c'est venu avant les élections. Donc tout cela, ça a des connotations politiques. Mais premier élément ici, c'est la nouvelle visibilité. Deuxième des choses qui est mise en évidence par les rapports, c'est le discours majoritairement négatif. Et là, ça rejoint ce que vous disiez, non pas cette fois-ci des perceptions des musulmans eux-mêmes, mais de leurs concitoyens, perceptions très majoritairement négative sur la question de l'islam et sur la question des musulmans. C'est-à-dire qu'on conçoit que l'islam et les musulmans sont problématiques quant à leur présence dans les sociétés européennes, mais dans les sociétés également occidentales d'un point de vue général. Et la troisième question en amont qui vient systématiquement, c'est que non seulement cette présence elle est négative, mais elle pose une question en deux dimensions. C'est une question du droit, c'est-à-dire qu'il faut absolument que nous fassions attention au droit, car la présence musulmane met en danger notre droit, parce que la perception est que les musulmans n'ont pas la même conception du droit que la nôtre. Mais ça, c'est très important. Alors, en plus, ils sont malins, ils finissent par la connaître, et quand ils la connaissent, ils vont l'utiliser contre ce qui d'abord avait été l'esprit de la loi. Mais ça tient d'un rapport de suspicion, de perception négative. Vous voyez, tout ça, ça se nourrit l'un l'autre. Toutes ces dimensions se nourrissent. Et donc l'idée, c'est attention. Il faut absolument que nous soyons fermes sur la loi. Parce que la perception de ces musulmans, le droit chez les musulmans n'est pas le même que le droit en Occident, dans la pensée occidentale. Et l'autre dimension de cette même question légale, c'est utilisons le droit pour nous protéger de ceux qui utiliseront le droit contre nos droits. Vous voyez, toute la question sur la question du foulard, toute la question sur la question de cette espèce de serpent de mer qu'est la charia des musulmans, la loi sur le mariage, ils veulent, c'est pas anodin que des gens répètent, ils veulent des lois spécifiques. Parce qu'en disant que l'autre veut des lois spécifiques, on va se permettre de lire notre propre loi de façon restrictive pour nous protéger de ce que supposément il voulait avoir dans notre droit commun. Et là, on est dans un débat politico-juridique. On est dans un rapport de force. Donc ça, c'est l'amont. 1, des perceptions, la visibilité nouvelle. 2, la question du discours négatif à répétition. Et 3, la réponse par le légal. Et vous verrez souvent, effectivement, que les sociétés pensent que le meilleur moyen de nous protéger de l'avancée de ces revendications, c'est le droit contre leur droit. Et donc, parfois, la discrimination institutionnalisée, puisque leur droit, par définition, met en danger notre droit, qui est celui de la liberté, de l'égalité, alors que leur droit, celui de moins de liberté, pas tout à fait d'égalité. Vous voyez, ces perceptions qui nourrissent aussi des perceptions. Alors, une fois qu'on a dit ça c'est là. Ça donne quoi en conséquence? 7 domaines, alors je vais juste les lister parce que je n'ai pas le temps, 7 domaines dans lesquels on peut voir concrètement des processus de discrimination et des processus clairement qui vont amener à la discrimination. Parce que la discrimination, elle n'est pas simplement légale. La discrimination, elle est également dans tout l'appareil superstructurel aussi du discours. Et donc on a, de ce point de vue-là aujourd'hui, effectivement, c'est installé en Europe une espèce de normalisation d'un discours où on se permet de dire des choses. Alors encore une fois, je ne mets à aucun moment, parce que là, moi, mon rôle, c'est de parler de cette perception à partir de l'islam. Mais ça absolument pas spécifiquement musulman. En d'autres termes, ce que je voulais dire, là j'ai oublié de le dire, mais je devais l'inscrire, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui de ces processus-là ne sont pas historiquement nouveaux. On a vu certaines des dimensions de ces discriminations vis-à-vis des immigrés, on l'a vu vis-à-vis des Noirs, on l'a vu vis-à-vis des Juifs, on le voit vis-à-vis des gens des Roms, tout ça on l'a déjà vu. Donc il faut surtout faire attention à ne pas penser que notre racisme que l'on ressent aujourd'hui est exclusif et nouveau et ne doit pas... D'ailleurs, un certain nombre de ceux qui vivent les discriminations aujourd'hui feraient bien de lire, d'étudier les autres histoires.
Et moi, quand j'entends les Afro-Américains dire mais ces nouveaux immigrés qui sont arrivés du Moyen-Orient aux États-Unis, ils comprennent rien au racisme, ils comprennent rien à ce que nous on a vécu, nous les Noirs, ils ont parfaitement raison. Ils ont l'impression, les nouveaux immigrants américains ont l'impression de réinventer la roue. Ils ne connaissent pas les vieux processus qui ont mené à toute la lutte afro-américaine. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose en Occident ou en Europe pour un certain nombre de